Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette 5e séance sur la résilience appliquée. On arrive bientôt à la fin. On a vu beaucoup d'aspects théoriques sur les ressources de l'enfant, les facteurs de risque, de protection, ou autrement de résilience et de non-résilience. Le changement de regard qui était quelque chose d'important. Et avec tous ces éléments-là, ces 2 prochaines séances vont concerner la mise en action de cette résilience appliquée. Et donc, je laisse la parole à Alda. Et avant cela, comme d'habitude, merci de bien indiquer vos noms, votre structure dans le chat pour pouvoir suivre les participants et les participations de chacun. Bonne séance à tous et à plus tard. Merci Alda. Merci Marie-Laure pour le mot introductif. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce matin à la même heure, avec la même fidélité et au même lieu. Donc, ce matin, comme Marie-Laure l'a dit, nous allons mettre maintenant la résilience en action. Et nous sommes à la rencontre 5, l'avant-dernière rencontre de ce cours. Et l'objectif donc de cette rencontre aujourd'hui, c'est d'identifier les éléments pour la mise en œuvre de la résilience au sein de votre institution et élaborer un projet inspiré par la résilience. Alors, pour aller dans le vif du sujet, je pense que pour mettre en application la résilience, il nous faut d'abord changer de regard, qui est un point très capital. Le changement de regard, comme on l'avait dit d'abord, la résilience n'est pas magique, ce n'est pas une solution magique. Mais elle a fait ses preuves et elle a apporté beaucoup d'éléments pour toutes les institutions qui l'ont quand même utilisée. Et comme on l'avait dit au début, les recherches continuent. Et le changement de regard est à 3 niveaux. Ce changement de regard est à 3 niveaux. Au niveau de la famille, de la communauté, au niveau du professionnel et au niveau de l'enfant. Donc, il y a un changement par la famille, un changement de regard par le professionnel et un changement de regard par l'enfant. Comment ce changement de regard? Si on prend les 3 niveaux, si on prend d'abord la famille, nous devons, nous, en tant que professionnels, parce qu'aujourd'hui, peut-être les familles ne le savent pas, avec lesquelles nous travaillons, mais nous devons les amener à penser autrement, à éviter l'assistanat, que l'assistanat ne soit pas la règle. L'assistanat, c'est quoi? C'est donc rester là, se dire qu'on n'est pas capable, on ne peut rien faire et attendre des autres. Il ne faut pas qu'ils s'enferment dans ce sentiment d'impuissance, d'incapacité. La famille a des ressources, la famille a des valeurs, il a des croyances, il a des éléments qui lui permettent de sortir d'une situation, d'un malheur, d'une difficulté. Et nous l'avons dit tout au long du cours, qu'il y a des potentialités, il y a des ressources au niveau de la famille, au niveau de l'enfant, etc., au niveau du professionnel et tout. Donc voilà, il ne faut pas qu'ils se disent que c'est fini, on ne peut rien. Et nous devons les amener à ce changement de regard-là. Par rapport à l'enfant, la famille également doit avoir un regard empathique et valorisant pour l'enfant. L'enfant doit avoir une considération dans la famille, on doit donner une place à cet enfant. Des fois, le fait tout simplement que l'enfant sache qu'il a une place, qu'il est important dans la famille, ça valorise et ça lui redonne confiance en soi, ça lui permet de réintégrer la famille. Donc voilà. Ensuite, si on prend le niveau 2, au niveau du professionnel, donc un changement de regard par le professionnel. Nous, en tant que professionnels, il est important de faire souvent une remise en cause de ce que nous faisons. On croit des fois faire des choses qu'on pense bien et après, en revenant en arrière, on se rend compte que c'était des erreurs. Donc, nous devons revoir notre attitude, notre culture et ce que nous faisons en tant que professionnels. Donc, le professionnel doit abandonner également toute idée fataliste
et penser à l'acceptation inconditionnelle que nous avons dit était la base de la relation de confiance entre l'enfant et nous en tant que professionnels. Et c'est la confiance qui constitue ce lien entre nous et l'enfant. C'est le pont entre nous et l'enfant. Donc, il est important d'arrêter d'être fataliste, de penser que l'enfant n'a rien et qu'on ne peut rien faire et que c'est nous qui devons tout faire à sa place. En ce qui concerne l'enfant et le professionnel, c'est-à-dire nous, professionnels, que devons-nous penser de l'enfant? Quel est le changement de regard que nous devons avoir par rapport à l'enfant? Nous devons donc rechercher l'aspect positif de l'enfant, ses capacités, ses ressources. On l'a toujours dit, on l'a dit dès le début, jusqu'à maintenant, on en parle, que la question que nous devons nous poser, ou du moins les questions que nous devons nous poser très souvent, c'est quelles sont les ressources de cet enfant? Sur quoi nous pouvons nous appuyer, nous, en tant que professionnels, pour faire évoluer cette situation, pour faire évoluer cet enfant, pour améliorer la situation de cet enfant? Comment utiliser ces forces-là? Et tout ça, c'est à partir de l'enfant et non à partir de nos propres idées. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, le troisième niveau, c'est le changement de regard par l'enfant lui-même. Donc, nous devons amener à ce que l'enfant ait confiance en lui, ait confiance en sa famille et aux membres de la famille. Ce qui nous ramène à parler du lien, le pouvoir de lien que nous avons fait la semaine passée, enfin les semaines passées, il y a 2 semaines, la fois passée. L'enfant doit savoir vers qui se tourner en cas d'interrogation, en cas de difficulté. Il doit croire en lui-même. Il doit avoir de l'estime de soi et porter un regard positif sur lui-même. C'est ça qui lui permettra alors de se projeter et de penser également à son avenir. Donc, voilà un peu les 3 niveaux de changement de regard. Changement de regard par la famille, par la communauté, par le professionnel et un changement de regard par rapport à l'enfant, par l'enfant lui-même également. Et donc, ce changement de regard, nous, en tant qu'institution, nous amène à nous poser des questions. Donc, changement de regard égale également questionnement. Ça implique une certaine regard, une certaine modification, une transformation du travail que nous sommes en train de réaliser. Au niveau de l'institution, qu'est-ce que nous devons faire? La question là revient, ou du moins ces questions reviennent. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes une ONG qui avons des missions, qui a des valeurs, une ONG qui voilà, c'est ça, à but non lucratif, etc., une association, etc. Qui sommes-nous? C'est ce je suis là. C'est quoi cette institution? Qu'avons-nous? Les partenaires, l'équipe, la communauté, qu'avons-nous autour de nous? C'est ce j'ai. Qu'est-ce que l'institution a? Qu'est-ce que l'institution peut? Que pouvons-nous faire? On arrive à recueillir les enfants, on arrive à faire des écoutes, on accompagne, etc., etc. On réalise des activités, etc. Que ressentons-nous, nous, en tant qu'institution? L'empathie, l'affection pour ces enfants, pour le travail que nous faisons, la colère, la joie, la honte. Voilà. Toutes ces questions nous amènent à bien implanter le contexte souvent de nos projets. Quand on fait un contexte du projet, ces éléments un peu reviennent. Qui sommes-nous, etc. On n'a pas l'habitude on n'y pense pas, mais ces questions nous amèneront à mieux préparer nos contextes, le contexte de nos projets, etc. Et ces questions nous amèneront également à un changement de regard. Si nous savons qui nous sommes et savons quelles sont les forces, ce que nous ressentons, comment maîtriser, comment contrôler nos sentiments,
par rapport aux activités que nous menons, par rapport à nos plans d'activité, etc. Si nous arrivons à définir les partenaires avec lesquels nous travaillons qui pourront nous amener à atteindre nos objectifs, si nous arrivons à transformer notre équipe, à les former, etc., je pense que c'est-à-dire ce sont nos ressources que nous avons qu'on essaie de renforcer et d'aller en avant. Voilà. Donc, c'est également ça, le changement de regard. À découvrir qui nous sommes et comment nous travaillons et comment ça évolue. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant changer. Ce changement de regard, donc, comme je l'ai dit, c'est la modification, c'est la restructuration. Et cette restructuration, c'est au niveau de l'institution et au niveau du personnel. En gros, ce sont ces deux éléments qui forment l'institution. Bien sûr, on va y rajouter les activités et tout ça, mais c'est eux qui mènent la marche. Et l'institution, c'est la restitution. Si on n'a pas de création, si on n'a pas d'espace sûr, de sécurité, d'écoute pour les enfants, si on n'a pas de salle de jeu, si on n'a pas de salle où faire des ateliers, c'est le moment d'y penser. C'est le moment de revoir tout ça. Une restructuration, une modification, une réorganisation ou une création d'activités par rapport à nous, par rapport à, voilà, aux ressources qu'on a pu identifier qu'il faut renforcer. Au niveau du personnel, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a quoi? Animateurs, éducateurs, assistants sociaux, psychologues, etc., des médecins, etc. Qui manquent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout soit au point? Un travail d'équipe. Est-ce qu'il y a des réunions de réflexion? Est-ce qu'il y a des réunions d'analyse? Est-ce qu'il y a des rencontres, etc.? Est-ce qu'on arrive à avoir des temps pour nous former, etc.? Les planifications d'activités et des interventions auprès des bénéficiaires. Comment ça se fait? Voilà. Comment planifier ça, etc. Le développement du travail avec les enfants. Il y a l'individualisation, un travail individuel avec les enfants. Il y a le travail en groupe, il y a le travail avec la famille. Voilà toutes ces modifications, toutes ces restrictions qui sont nécessaires pour implanter les actions de la résilience, pour implanter le travail à faire avec la résilience. Voilà. Nous-mêmes, pour mettre la résilience en action, il faut ce changement de regard-là. D'abord, une restructuration, une modification de nos activités, du personnel, de l'institution, etc., etc. En gros, c'est ça sur le changement de regard. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? S'il n'y a pas de questions, on continue alors. La dernière fois, avant d'aller sur les autres étapes, j'aimerais déjà qu'on parle un peu des ateliers. L'atelier qu'on a eu à faire la fois passée nous a amené à partir d'un facteur de protection ou d'un facteur de risque pour aboutir à des objectifs et ensuite à retrouver des ressources qui pouvaient contribuer à la réalisation de cet objectif-là. Alors, j'ai lu tous les travaux qui m'ont été envoyés et les petits apports que je peux faire par rapport à tout ça, c'est que certains n'ont pas bien identifié ou bien définir le facteur de protection. Ils l'ont pas bien fait. Et donc, si c'est pas bien défini, ça ne permet pas de formuler l'objectif général. On aura des difficultés à formuler l'objectif général. Donc, il faut bien définir, bien identifier le facteur de protection. Par rapport aux facteurs de risque, certains ont identifié des facteurs de risque, bien sûr, mais si nous identifions des facteurs de risque, nous avons dit que la résilience, c'est les facteurs de protection qu'il faut renforcer. Donc, quand nous identifions, je suppose que les personnes qui ont identifié des facteurs de risque
c'est qu'ils ont trouvé que c'était important de travailler sur ça. Mais s'il faut travailler sur ça, il faut identifier alors des facteurs de protection qui diminueraient ces facteurs de risque. Donc, moi, tout simplement, pour peut-être vous faciliter la tâche par rapport à cette ligne-là, je laisserai que vous identifiez tout simplement des facteurs de protection. Parce que c'est les facteurs de protection qui permettent, qu'on va renforcer et qui vont permettre de définir après des facteurs des ressources qui pourront alors permettre une résilience, une évolution de l'état de la personne ou la situation de la personne. Donc, par rapport à ça, c'est ce que j'ai remarqué un peu pour tous les travaux qui ont été, pas tous les travaux, mais quelques travaux qui m'ont été envoyés. Au niveau du deuxième point, par rapport aux facteurs à convertir en objectif général, il est important de trouver un seul objectif général. Certains en ont mis 2, 3, 4, voilà. Il faut un seul objectif général. Il faut un seul objectif général. Certains ont également, je ne l'ai pas mentionné, mais ont fait l'objectif général sous forme d'activité. C'est-à-dire, en général, un objectif, c'est quand même bon, un verbe qui commence, un verbe à l'infinitif, quoi. Voilà, et c'est beaucoup plus large aussi, un objectif général. Mais d'autres ont donné plutôt un résultat ou bien une activité, plutôt une activité par rapport à ça. Au niveau de toutes les façons, je vais vous renvoyer encore, je vais vous renvoyer les observations. Au niveau de la troisième ligne, où on demande à ce que les ressources pouvant contribuer à la réalisation des objectifs soient identifiées. Ici, il s'agit donc d'identifier certaines ressources déjà existantes dans la communauté, chez les enfants, au niveau de l'institution, sur lesquelles vous pourriez vous baser pour réaliser les activités et atteindre l'objectif général. Ici, si je reviens dessus, c'est parce que beaucoup ont identifié plutôt des activités. Ils sont passés directement aux activités. Alors que ici, il fallait plutôt identifier les ressources que nous avons. J'ai donné l'exemple en disant que, par exemple, au centre ou bien l'institution a déjà une équipe. L'institution a déjà dans la communauté des personnes relais ou bien des clubs d'enfants ou des personnes ou bien des CLP, comme on le dit des fois, les comités locaux de protection, c'est-à-dire des personnes qui sont là déjà dans la communauté, qui peuvent prendre le relais pour le travail qui se fait au niveau de la communauté. Ça, ce sont des ressources que nous avons. Des clubs d'enfants qui sont déjà là, ce sont des ressources que nous avons. Voilà, c'était ça qu'il fallait identifier un peu, pas exactement, moi j'ai donné comme ça, mais par rapport aux facteurs de risque ou aux facteurs de protection que nous avons choisis, c'était d'identifier ces ressources-là, des ressources qui étaient en lien avec le facteur de protection qu'on a choisi, qui étaient déjà là, qui existaient déjà pour vous. Moi, au niveau de mon exemple, j'avais parlé de créativité, etc. Donc, j'avais déjà au niveau de l'équipe, au niveau de l'institution, des activités qui se faisaient par rapport aux ateliers d'art, etc. Des ateliers qui étaient là. D'ailleurs, ce sont ces ateliers qui m'ont permis de voir que des enfants avaient cet esprit ou cette potentialité de créer des choses, d'imaginer des choses, etc. Et que je veux renforcer. Voilà. Au niveau de la communauté, j'ai vu qu'il y avait des parents qui étaient qui étaient des soutiens, qui étaient assez, voilà, créatifs, etc. aussi, qui encourageaient ce que nous faisions et tout ça. Donc, sur qui je peux m'appuyer. Au niveau de l'institution, il y a une équipe qui est assez pluridisciplinaire et parmi eux, il y avait déjà certaines personnes qui avaient des talents, etc. et sur lesquels je pouvais m'appuyer pour améliorer cette situation de l'enfant. Voilà, c'était un peu ça qu'il fallait faire ici.
Mais beaucoup ont mis des activités, beaucoup. Donc, voilà pour l'exercice, pour l'atelier de la fois passée. C'est ce que je pouvais apporter comme élément. Et je vous renverrai le tableau à chaque institution. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. OK. D'accord. Alors, on continue. Donc, voilà, en gros, on avait parlé du changement de regard, du changement par le professionnel, par la famille, un changement par l'enfant également. Et donc, maintenant, nous allons aller sur les caractéristiques des projets et actions axées sur la résilience. Thomas a levé la main. Je laisse Thomas poser d'abord sa question et puis on va continuer. Bonjour Anga, bonjour tout le monde. Bonjour C'est Thomas. c'est juste pour dire que par rapport à l'exercice de la fois passée, Oui. et avant de passer à autre chose, même avant de renvoyer les observations sur les réponses que vous avez reçues, si on peut juste exploiter un exercice pour n'importe quelle institution et voir ce qui a été fait et commenter un peu autour de ça avant de passer. Oui, bon, c'est des fois le temps. La dernière fois, c'est les jours, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Un exercice, si on peut le revoir ensemble. OK. Mais c'est le temps imparti également qui fait que je ne veux plus. Ouais. Marie-Laure, on peut ou On attend que vous renvoyez et si on a des questions, on va les reposer selon les réactions que vous avez faites. oui, on peut le faire également comme ça. C'est une option aussi. C'est une option aussi. Oui, c'est une option aussi, on peut le faire comme ça. Je vous renvoie les observations et revenez vers moi pour des questions, voilà, et pour qu'on améliore un peu. Il n'y a pas de souci. Oui, je pense qu'on aurait eu le temps de 5-10 minutes sur autrement, mais ça dépend si toi tu as un Bon, on va exemple sous la main. essayer. Je vais essayer de repartager. Je vais arrêter alors le partage. Vous retrouvez un exemple. Voilà, c'est bon. Alors, ici, l'écran se fait voir, c'est bon? Oui, parfait. Voilà. Ici, le facteur de protection qui a été, là, c'est un facteur de risque, je crois. Une communauté non résiliente. Voilà, c'est ce qu'il y a eu comme élément. Donc, ce n'est pas bien défini. Une communauté non résiliente, c'est un facteur de risque. Donc, si j'ai bien compris, c'est que la communauté avec laquelle on est en train de travailler, ben voilà, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Qu'est-ce qui devait être, je sais pas. Voilà. Apparemment, quel est le problème? Quelle est la difficulté? Une communauté non résiliente, c'est vague, hein? Quel est le point exactement? Si c'est ça, bon, si on prend les facteurs de protection, quel serait le facteur de protection que nous chercherons ici? Mais si c'est même un facteur de risque, elle n'est pas bien définie. Une communauté non résiliente, c'est large, à mon avis, hein? Voilà. Ensuite, quand on prend le facteur à convertir, bon, soutenir la dynamique de mobilisation communautaire et de plaidoyer dans la résolution des problèmes rencontrés par les enfants victimes de violences dans la communauté. Oui, je crois qu'il y a un doigt qui est levé. Hold. Oui, merci beaucoup. Comme vous venez de le signaler par rapport aux facteurs de risque, là, nous avons signalé juste une communauté non résiliente. Comme vous venez de le dire, oui, c'est d'une manière globale. Mais qu'est-ce qu'on voulait dire par là? C'est-à-dire les enfants. Les enfants, quand ils viennent, quand ils sont accompagnés, ils viennent de quelque part. Ils viennent dans des familles, ils viennent dans la communauté. Et à un certain moment, tout ce que nous faisons avec les enfants, nous faisons avec certains parents, mais nous devons avoir aussi d'autres soutiens au niveau de la communauté.
au niveau de la communauté. Parce que si on n'a pas ce soutien-là au niveau de la communauté, à un certain moment, vous trouverez que c'est comme si nous sommes en train de faire juste un cercle vicieux. Nous travaillons sur un aspect, mais de l'autre côté, parce qu'après avoir travaillé au niveau du centre, au niveau de la communauté, au niveau des familles, avec certains parents, mais la communauté aussi doit soutenir aussi l'action. L'approche doit être aussi élargie au niveau de la communauté. La communauté doit aussi s'approprier aussi de cette approche-là. Et si la communauté n'est pas vraiment beaucoup impliquée, il n'y a pas vraiment ce dynamisme pour que nous ayons vraiment une communauté protectrice. À un certain moment, vous trouverez que ça peut causer un petit souci. C'est pourquoi, à notre niveau, d'abord, nous avons énuméré ça comme une communauté non résiliente, quand bien même c'est global, tel que vous venez de le dire. Mais c'était ça l'idée. Oui, moi, j'ai compris un peu, mais ce n'était pas explicite au fait. Donc, quand on prend comme ça, et parce que quand on revient à l'objectif, on nous dit soutenir la dynamique de mobilisation communautaire. Soutenir la dynamique de mobilisation et de plaidoyer. Ça veut dire qu'il y a, quand tu dis dynamique de mobilisation, il y a déjà quelque chose qui est là au niveau de... Oui, soutenir, il y a déjà quelque chose qui était là. Bon, il y a déjà quelque chose qui était là, mais il faut maintenant que les actions qui se réalisent déjà soient renforcées. Oui, Dans oui. ce cas, il y a un facteur de protection qu'on peut mettre en place. Oui. Parce Donc, que ça nous nous ne ramène... pouvons dire qu'il n'y a pas des actions qui ne se réalisent pas au niveau de la communauté. Il y a quand même certaines actions qui se font au niveau de la communauté, mais il faut quand même qu'on renforce ça. Et en renforçant, il faut aussi qu'il y ait aussi implication d'autres personnes au niveau de la communauté, juste pour soutenir les actions, les efforts qui sont déjà déployés au niveau de la communauté. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir donc, le facteur, au niveau du facteur, rendre ça plus simple et plus explicite pour que on puisse maintenant reconvertir ça en objectif. Parce que l'objectif, même déjà quand on dit soutenir, etc., bon, c'est pas... Moi, je retrouverais ça un tout petit peu plus large. Contribuer à quelque chose jusqu'à ce que, bon, il y ait une communauté résiliente. Voilà, quelque chose comme ça, quoi. Et maintenant, pour contribuer à améliorer, je sais pas, je suis en train de dire sur le champ quelque chose comme ça. L'objectif spécifique, maintenant, ce serait alors de soutenir, donc de mener des actions. Quand on soutient, c'est qu'on est en train on va mener des actions. Soutenir, juste un objectif spécifique, hein, ne mettez pas deux, prenez un objectif spécifique aussi pour faciliter la tâche. Donc, soyez un tout petit peu plus large au niveau de l'objectif général, puisque ça demande beaucoup plus de trucs, pour donc quelque chose, contribuer à améliorer, je ne sais pas, ou bien pour avoir une communauté résiliente, quelque chose comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois soutenir maintenant la dynamique ou bien les actions de mobilisation qui se faisaient, etc., et de plaidoyer. Et bon, voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'est un exemple là. Il y en a tellement. Bon, si je dis oui, mais si vous mettez soutenir, quel serait l'objectif spécifique pour vous? Pour ceux qui ont fait ce travail, si vous mettez soutenir comme objectif général, quel serait alors un objectif spécifique par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez me donner un objectif spécifique par rapport à l'objectif général que vous avez vous-même mis? Sur le champ, non, il n'y a pas une idée qui vous vienne? Non? Je vais revenir. D'accord, bon, rien dessus. Vous voyez un peu, c'est ça la gymnastique qu'il fallait faire au fait. Il faut aller jusqu'en profondeur pour mieux creuser et c'est ça. Je pense que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que certains ont pris juste, je sais pas, les facteurs de protection qu'on avait listés, bien sûr, mais je disais qu'il fallait qu'ils tiennent compte de leur réalité, de l'organisation du travail qui se faisait. C'était important aussi de tenir compte de ça.
Moi, je voudrais Ensuite, peut-être oui, Ah oui, Marie-Laure. juste revenir déjà sur le facteur de risque ou sélectionner, comme tu l'as dit, c'était trop vague. Il faut vraiment, dans la non-résilience, c'est tout, c'est toute la résilience. Donc il faut vraiment dire, est-ce que ils ont du jugement sur les personnes? Est-ce qu'ils accueillent pas les émotions des enfants? Il y a plein de choses qu'on peut dire. Est-ce que voilà, il n'y a pas de soutien, il y a pas de valeur, il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Il y a plein de choses qu'on peut dire sur la non-résilience. Mais Mm. comme on peut pas tout faire sur la non-résilience, c'est pour ça que plus vous êtes précis, plus après on va pouvoir avoir des actions qui vont pouvoir répondre à un facteur. Qu'est-ce qu'on voudrait que cette communauté soit? Qu'elle soit plus dans la solidarité, qu'elle soit plus dans l'écoute. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à. Qu'est-ce qui manque en priorité? Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il faut essayer de distinguer un ou deux points précis pour pouvoir après mieux y répondre. Quand c'est trop général, on n'arrivera pas à bien avancer précisément, on sera trop dans du flou. C'est pour ça qu'il faut vraiment C'est ça, essayer d'être précis. c'est ça, c'est ça. Il faut bien identifier, il faut bien voir ce qui est important, etc. C'est ça. Merci Marie-Laure pour l'intervention. Oui, oui, oui. Je peux juste passer un petit mot là-dessus. Oui, Thomas. Je pense que c'est pourquoi cette petite gymnastique était nécessaire un peu pour Ah oui, situer les idées. mm, Euh, je crois, dans l'esprit, le problème est, comme vous le dites, là, est très, très global. Communauté non résiliente, ça veut dire communauté en même temps. Il y a des facteurs qui ont montré que la communauté n'est pas protectrice. Ça, c'est le point de départ. Mais dans quels aspects plus spécifiques? Ça, c'est déjà quelque chose de très important pour cibler le facteur de risque. Parce que si on parle de la résilience, comme le dit Marie-Laure, si on parle de la non-protection, c'est très général. Donc, il faut spécifier un peu, je crois, les aspects. Mais au cœur de l'affaire, c'est aussi, je, je pense, une question de culture, une question de mentalité, avec l'effritement de la solidarité, tel que entendu dans l'ancien temps, la solidarité africaine, l'enfant du voisin, c'est mon enfant, n'importe quel enfant que je trouve a besoin d'être protégé, pris en considération. Aujourd'hui, on peut trouver des enfants de 10, 11 ans en train de errer au marché et les adultes à côté, ça va pas les émouvoir. C'est global. Mais alors, je pense que au cœur de l'affaire, il y a un sentiment que la société a relâché un peu cette préoccupation de solidarité. La société a relâché cette attention sur les enfants. Ça veut dire que les enfants ne sont plus une priorité, tout le monde peut le constater, avoir le nombre d'enfants dans la rue, sur les places publiques au moment où ils doivent être à l'école. Ça, c'est le sentiment, l'observation générale. Mais je pense aussi que de ça, il faut essayer vraiment de cibler quand il faut déterminer le vrai facteur, c'est quoi, pourquoi. Bon, on peut remonter au niveau des familles et voir pourquoi les enfants sont relâchés à ce niveau-là. Parce que si on capte l'affaire sur le plan communautaire, on risque de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire. S'il faut remonter à l'origine, alors là, on peut cibler la famille et on peut cibler les problèmes au sein de la famille qui font que l'enfant est parti. Et c'est là qu'on peut puiser un peu les facteurs de risque, je pense. c'est ça. Merci, Voilà. merci Thomas pour l'intervention. Et cette gymnastique-là de rechercher et tout, nous ramène un peu, pour ceux qui ont suivi le projet, le cours sur le projet, nous ramène un peu à cette histoire d'arbre où nous devons identifier, il y avait les problèmes, il y avait les objectifs, etc., où on remontait petit à petit, on allait, et finalement, on aboutissait à quelque chose. Vous voyez, c'est ça, c'est un peu cette gymnastique, euh, voilà, qui nous rendait, on est parti d'une base, et petit à petit, c'était beaucoup plus précis, et voilà, et on aboutissait à quelque chose. Et de là, maintenant, on pouvait définir la stratégie que nous voulons utiliser, voilà, ce qu'il ne faut pas prendre, ce qu'il faut prendre, etc. Et ensuite, voilà, les objectifs et définir les activités, comment on appelle, les indicateurs, etc. Et on est abouti finalement à quelque chose. Donc, en gros, c'est un peu ça. Si on veut faire le lien, voilà.
Pour ceux qui ont vraiment suivi ce cours, vous voyez un peu, c'est une gymnastique. Il faut réfléchir et trouver vraiment par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre contexte, à la culture, etc., ce qui pourrait vous aider, ce qui est important, ce qui doit faire, ce qui doit être fait. Et là, facilement, vous pouvez convertir tout cela en objectif général. On est d'accord? Ça va? Ouais, oui, Oui, c'est ça très peut bon. aller. C'est très bon. Ouais, Ouais. merci beaucoup. Merci Thomas pour cette intervention. Donc, au niveau des ressources, qu'est-ce qu'on a dit? Les parents des enfants victimes de violences avec lesquels nous discuterons sur diverses thématiques liées aux situations, nous discuterons. Les acteurs, leaders communautaires, etc., avec lesquels nous évaluerons le contexte, la dynamique, voilà. Donc, au fait, ça j'ai l'impression que c'est même pas encore fait. Le cadre qui offre le service le cadre qui offre le service de soutenir les efforts de la communauté en vue de s'approprier l'approche résilience. Donc, l'institution offre un service pour soutenir, c'est ça, d'accord. Mais quelles sont les ressources? Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? Par rapport pour rendre cette communauté résiliente entre griffes? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous possédez? Qu'est-ce que la communauté possède qui pourrait vous aider à cela? Col de oui. Oui. Par rapport aux ressources, tous Oui, les éléments qui sont là, ce sont d'abord oui. les ressources. Si nous Ce sont avons des dit qu'il y a ressources. le parent, il y a le parent. Nous travaillons avec le parent. Il y a encore d'autres parents à atteindre. Donc, il y a déjà les parents qui sont là, les parents des enfants accompagnés, les enfants victimes de ces violences-là. Nous travaillons avec certains, il y a d'autres aussi à atteindre. Et tout ça, il faut les mobiliser. C'est pourquoi j'ai dit que ce qu'il faut faire ici, c'est un travail de renforcement, parce qu'il y a déjà quelque chose qui se fait déjà. Nous avons le membre des cellules communautaires de protection de l'enfant qui sont en activité, qui travaillent dans la communauté, mais avec ces gens-là, nous, le travail maintenant à faire, c'est de travailler avec d'autres structures communautaires au niveau de la base. C'est ça. Et il y a aussi donc l'institution qui est là, qui offre ce service-là, qui suit un peu, qui fait les suivis, ainsi de suite, avec tout ce monde-là. Et il y a aussi les professionnels de résilience qui aident aussi à réaliser ces activités sur le terrain. Donc, il y a déjà des ressources, mais le problème ici, c'est le travail de renforcement. C'était ça l'idée. D'accord, merci Cole. Peut-être c'est la manière dont ça a été libellé qui peut-être peut faire confusion alors. Parce que là, il suffisait juste de dire que les parents des enfants victimes avec lesquels on travaillait déjà c'est-à-dire ce sont des ressources pour vous parce qu'ils sont là. Oui. Les leaders sont là. Et tu as parlé d'un groupe aussi qui sont là et qui peuvent constituer un relais, etc. Et ensuite, parce que là, juste là, on n'est pas encore au niveau des activités. Donc, il y a le cadre, l'institution qui est là, qui a déjà une formation en résilience, qui a une équipe qui s'est déjà, bon, voilà, qui s'est déjà approprié l'approche résilience, qui a une équipe, etc. Les professionnels également sont assez équipés pour la résilience sur le terrain, pour les actions sur le terrain, et ils travaillent déjà, etc. et sont liés avec. Bon, voilà. Tout ça là, c'est déjà là. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà imprégné un peu dans la communauté. C'est déjà là. Et c'est des ressources. Maintenant, plus tard, maintenant, ce que vous avez là, c'est ça qui va vous permettre de dire maintenant quelle activité on peut mener. On peut mener, par exemple, avec les autres parents, constituer un réseau de parents qui pourraient aider, voilà. Bon, si je te donne un exemple comme ça, hein, que voilà. C'est parce que vous avez déjà ces parents qui sont sur place dans la communauté avec lesquels vous travaillez déjà, que vous avez eu l'idée de mettre comme activité création d'un réseau de parents d'enfants victimes, d'anciens enfants ou je sais pas moi comment je peux le dire, pour nous appuyer dans tant. C'est bon? On m'a suivi un Bon, peu?
C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, c'était ça l'exercice qu'il fallait faire. Ça va? Il y a d'autres questions? D'accord. Donc, merci beaucoup pour ces interventions. Oui, Je pense que... je Oui, oui, voudrais intervenir. oui. C'est Joseph? Oui, D'accord. oui, bonjour, Bonjour, bonjour à tout le Joseph. monde. Bonjour. Oui, je voudrais dire ceci. Mm, Euh, Par rapport à l'exercice oui. que nous avons insisté sur les facteurs de protection ou évidemment sur les facteurs de risque. Mais est-ce qu'on peut d'abord se mettre d'accord que si il est difficile d'avoir un projet axé sur la résilience, un bon projet axé sur la résilience, si au départ les facteurs de risque ou les facteurs de protection a été mal identifiés. Ça, c'est le premier constat. Deuxièmement, je me dis, lorsqu'on identifie les facteurs de protection, ils peuvent être nombreux. Alors, d'après vous, Mhm. quels sont les critères qui vont militer au choix des facteurs de protection pouvant faire l'objet d'un projet qui serait axé sur la résilience? Parce qu'on en a plusieurs. Alors, comment on doit accorder l'importance à tel ou tel autre facteur ou si je peux bien m'exprimer, quels sont les critères qui vont nous conduire dans les choix judiciaires facteurs de protection pouvant faire l'objet d'un projet axé sur la résilience. J'aimerais un peu comprendre à ce niveau-là, surtout lorsqu'on est dans la phase d'identification. Voilà. Merci. Bon, tout d'abord, je vais enlever ce quiproquo entre les facteurs. Je souhaiterais que vous partiez tout simplement des facteurs de protection. On laisse le facteur de risque parce que je me dis ça va vous causer, ça sera un peu plus compliqué. Et en plus, comme on l'a toujours dit, on dit que pour la résilience, c'est le renforcement du facteur de protection. Parce que si vous partez, certains, c'est ce que je disais au début, si on parle du facteur de risque, il va falloir lui trouver un facteur de protection pour pouvoir convertir cela en objectif général après. Donc, si je trouve que ça va être un peu plus compliqué, donc moi, je souhaiterais que dans ce tableau, qu'on enlève le facteur de risque et qu'on garde tout simplement le facteur de protection pour les projets à faire. D'accord? On va être d'accord sur ça. Nous, en Afrique, on partira des facteurs de protection. Maintenant, en ce qui concerne le facteur de les critères, je ne peux pas vous donner des critères définis parce que vous êtes des institutions et toutes les institutions qui sont ici n'ont pas les mêmes bases, le même contexte, etc. Vous deviez partir de vos contextes et de ce que vous faites déjà. Je ne maîtrise pas tout ce que tout le monde fait. Je ne maîtrise pas tout ce que tout le monde fait. Donc, mais une chose est sûre, c'est qu'il faudrait faire par élimination. Et par rapport à l'élimination, c'est par rapport donc à l'importance que vous accordez à ce que vous êtes en train de faire et ce que vous voulez faire. Ce que vous avez, les ressources que vous avez à votre niveau, ce que vous avez constaté à votre niveau. Ça part d'un constat. C'est comme tout projet, on part d'un constat, on part d'une idée. Aujourd'hui, peut-être cet exemple qui est en face de nous, c'est parce qu'ils ont vu qu'ils travaillent beaucoup avec les enfants. Il y a ça, mais au niveau de la communauté, ça reste. Or, dans la résilience, nous avons dit qu'il y a une interaction entre l'enfant, son environnement. Donc, environnement, on parle de la communauté, de la famille. C'est ça qui constitue, et c'est un processus, etc. C'est une interaction. Si cette interaction, si la communauté, elle est importante, donc, et elle a un pouvoir, un lien sur l'enfant, il est important de travailler avec la communauté. Donc, ils ont décidé qu'il faut travailler avec la communauté. Et donc, ils vont maintenant identifier les différents facteurs de protection, les éléments qu'ils ont dans la communauté et sur quoi ils peuvent travailler qui pourraient aider à ce que l'enfant soit beaucoup plus résilient ou est-ce que qui pourrait peut-être faciliter le travail qu'ils sont en train de faire, etc. Moi, personnellement, ça va être compliqué pour moi de vous donner des critères définis, etc. Mais c'est qu'il faut aller par élimination et en partant du constat que vous-même vous avez par rapport à la culture, à la communauté avec laquelle vous travaillez, par rapport à votre institution, etc.
Et ensuite, par rapport au travail que vous faites avec les enfants, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Si vous êtes une institution, c'est que vous avez une base, vous travaillez déjà et que vous avez déjà des idées de facteurs de tout ce que vous faites, de ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté et ce que vous rencontrez comme bien aussi et qui peut réduire ces risques-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, Marie-Laure, ou je sais pas, ou une autre personne autre par rapport à ce que je viens de dire. Partez toujours des constats. Et c'est ça un projet. On part d'une idée, on part d'un constat. C'est bon, Joseph? J'ai répondu un peu à votre question. Oui, j'ai suivi. Et si j'ai bien compris, Oui, le choix du facteur de protection, on doit tenir compte de son importance et il doit être en lien avec le problème qu'on veut résoudre, si j'ai oui. bien compris. Et on vous a donné, dans le cours, j'ai donné des exemples de facteurs de protection qu'on peut avoir, qui peut-être ne... Oui. Voilà, il y en a plein, on a cité quelques-uns, mais bon, maintenant, essayez de voir ce qui peut cadrer avec peut-être ce que vous faites. Si ça ne cadre pas, trouvez-en. Et maintenant, à partir de là, on va maintenant mener des actions résilientes et essayer de voir comment on peut remettre tout ça ensemble, quoi. Ça va? OK, merci bien. La Merci, crainte était Joseph. de ne pas prendre un facteur de protection au hasard, mais on voit la situation en présence, on tient compte de l'importance des facteurs de protection et des ressources. Une fois renforcés, on peut arriver à résoudre les problèmes. OK, merci. Oui, et il y a des exemples de facteurs également dans le cours. Donc, voilà, essayez de voir. Il peut en avoir d'autres. D'accord? OK, donc on continue le cours. Je pense que cet exercice était bien. Merci à Thomas de l'avoir proposé ainsi. Je pense que ça Merci à clarifie vous. beaucoup plus. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu... Voilà, donc je vais partager le cours. Donc, voilà, on vient de finir la revue des ateliers. Nous allons continuer avec les caractéristiques des projets et actions axés sur la résilience. Donc, on avance petit à petit. Les caractéristiques des projets. Le projet doit être réaliste. Ça, c'est comme tout projet d'ailleurs. En tenant compte de vos contextes, de l'environnement dans lequel vous travaillez. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un projet qu'il faut, outre qu'on va inventer différemment de ce qu'on a, c'est-à-dire en oubliant ce qu'on est en train de faire, c'est la résilience, donc on va créer des choses. Non, non. Restons dans notre contexte, restons dans ce que nous faisons et maintenant, soyons réalistes et créons quelque chose. J'ai toujours dit que la résilience ne vient pas bannir ce qu'on faisait avant. Ça vient juste compléter et parfaire ce qu'on faisait avant. Le projet sera unique. Unique, quand je dis unique, unique parce que ça va être réplicable, parce que ça va être partagé, ça va être, voilà. Quand c'est unique, c'est-à-dire que ça a un plus. Différent un peu de, voilà, ça a un plus. Donc, ça a un plus. Ça nous permet d'évoluer. Et ça, c'est unique parce qu'on pourrait, quand on va faire le choix, ah, ça c'est très bien, on pourrait alors le partager à d'autres qui pourront en faire un exemple aussi. Et donc, ça naîtra d'un facteur de protection, comme on l'a dit, choisi par l'institution selon les différents problèmes que vous rencontrez dans votre groupe cible, avec votre groupe cible. Vous rencontrez des difficultés, comme je l'ai dit, vous rencontrez des choses avec tout ce que le travail que vous faites, vous connaissez déjà le travail que vous faites. Maintenant, à partir de là, trouvez un facteur de protection
qui vous permettra de créer ce projet. De ce facteur de progression va donc se découler l'objectif général à atteindre et objectif spécifique. Un seul objectif spécifique. Voilà, un objectif général et un objectif spécifique. Le projet doit tenir compte de la participation des partenaires et des bénéficiaires. On a parlé de la participation. Au fait, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui nous ramène un peu à tout ce qu'on a vu du début jusqu'à maintenant un peu. On a parlé de la participation qui était importante et donc la participation des partenaires avec lesquels nous travaillons, la participation des bénéficiaires, donc qui sont là, qui tissent des liens avec l'organisation pour la réalisation du projet. Maintenant, en ce qui concerne les actions à mener par rapport à ce projet, le projet mettra en action les ressources de l'enfant et de son environnement, mettre en action les ressources de l'enfant et de son environnement. On avait bien dit que la résilience, c'est l'action, c'est une interaction entre l'enfant et son environnement. Donc, en vue d'un changement qui permettra de donner ou de diminuer la douleur qu'il ne s'agit pas de nier. Ça, c'est la résilience, ça c'est le processus, effectivement, c'est ça. Le processus dont c'est l'interaction, quoi. De faire face en s'adaptant à la nouvelle situation et de transformer ces difficultés en nouvelles forces. Donc, c'est ça. On a dit qu'on parle des ressources. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est bien, quand on a le facteur de protection, de bien identifier les ressources qui sont en lien avec ce facteur de protection. C'est seulement en identifiant ces ressources en lien c'est ça qui nous permettra maintenant de mettre des activités. Les ressources pouvant aider à l'atteinte de l'objectif seront converties en actions, activités à mener dans le projet. Quand je parle des ressources, je suis, j'ai, je peux, je ressens, c'est juste un rappel. Je vais donner un exemple tout à l'heure par rapport à ce point. L'activité permettant une relation de confiance et d'aide au sein de l'association et entre les enfants. Donc, il faut que les activités permettent de créer des relations de confiance parce que la confiance constitue, comme je l'ai dit au début, un pont. Quand il n'y a pas de confiance entre vous et l'enfant, c'est compliqué. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation d'aide, il n'y a pas de confiance, c'est compliqué. Les activités ou les actions promeuvent la participation de l'enfant, de la famille, de la communauté. Voilà. À vous de voir comment mettre tout ça. La résilience, donc, est une interaction, c'est ça, comme on l'a toujours dit au début. Je vais essayer de donner un exemple du point sur les ressources pouvant aider à atteindre l'objectif, soit converti en action. Bon, tout à l'heure, quand on parlait, j'ai essayé quand même. Donc, ça, c'était mon exemple un peu sur la créativité que je voulais développer par rapport aux enfants que j'ai à mon niveau. Je vous rappelle que je suis une institution à REFA qui a comme cible les enfants victimes d'abus sexuels, et précisément des filles. Donc, voilà, victimes d'exploitation et d'abus sexuels. Donc, au cours de mes activités, j'ai remarqué que ce sont des enfants qui sont très créatifs et tout cela. Et donc, je veux contribuer à développer ce sens de créativité chez ces enfants. Ça, c'était l'exemple que j'avais donné. J'avais certaines ressources que j'avais citées. Donc, certains enfants, j'avais remarqué qu'ils avaient déjà des aptitudes et des talents, ils avaient de l'imagination, ils sont audacieuses, ce sont des filles, et elles sont très curieuses. Et elles sont déjà à un cadre, à mis des éléments en place des activités en place pour faire développer un peu plus ou moins pour découvrir au moins ces activités-là, ces éléments, ce sens de créativité au niveau des enfants. Donc, il y a des jeux, il y a l'équipe également qui est très multidisciplinaire, qui est très dynamique, ils ont des talents, aussi des compétences qu'on peut mettre à la disposition du centre. Au niveau de la communauté, on a découvert qu'il y a des ateliers, il y a une solidarité également au niveau de la communauté. Au niveau de la famille, il y a certains parents qui soutiennent ce que nous faisons, qui nous encouragent et puis également qui aident les enfants, etc., qui sont dans la communauté et qui peuvent être aussi des ressources pour nous. Alors, je vais essayer de donner par rapport à tout ça quelques exemples. Donc, j'ai juste rappelé mon groupe cible.
Alors, je me suis dit, par rapport à tout ça, je vais essayer d'organiser des activités socio-éducatives et de découverte de soi. Alors, donc, dans cette activité de découverte de soi, je me suis dit, il s'agira d'organiser des ateliers pédagogiques de résilience sur la connaissance de soi et de ses talents. Voilà. L'enfant peut-être fait des choses, mais voilà, il faut qu'il arrive à mettre des mots, à se dire, ah, ça c'est moi, ah, ça c'est mes talents, ah bon, donc je suis capable de faire ça. OK. Donc, les enfants pourront ainsi visualiser et intérioriser leurs qualités qui les aideront peut-être plus tard à identifier même un métier pour leur projet de vie. À ces activités, je rajouterai des activités sur la gestion des émotions parce que mon groupe cible c'est un groupe très cible qui a beaucoup de sensations, qui émet beaucoup de sentiments, qui émet beaucoup d'émotions, etc. Donc, je ne peux pas travailler sans vraiment m'appuyer sur la gestion des émotions, etc. Et par rapport à ça, j'ai 2 animateurs qui réaliseront ces activités et qui seront appuyés par le psychologue. Comme activité 2, j'ai pensé au rétablissement des liens familiaux. Parce que si je vais aller, la participation elle est importante, l'interaction elle est importante, etc. Je suis toujours dans la résilience. Hein. Faut pas que je m'éloigne du principe et du fait que ce soit toujours dans la résilience. Donc, cette activité permet d'aller à la découverte du milieu de vie de l'enfant. Donc, rechercher des parents ou des adultes des référents familiaux sûrs pour l'enfant. Et donc, nous rentrerons alors en contact avec ces personnes pour qu'elles deviennent effectivement des soutiens. J'avais dit que dans la famille, au niveau de mes ressources, j'avais des parents qui nous soutenaient, qui nous encourageaient. Donc, voilà, il est important qu'on ait des soutiens pour l'enfant. Et ces parents pourraient nous aider à conclure cela également. On organisera des ateliers pédagogiques également avec l'enfant pour identifier et vérifier ces personnes sûres et travailler avec eux. Si je dois rétablir des liens familiaux, je dois découvrir les parents là, de ces enfants et me mettre en contact avec eux. En activité 3, j'ai mis organisation des réunions régulières d'équipe. Ça, c'est beaucoup plus au niveau de l'institution. Parce que j'ai une équipe qui est là, pluridisciplinaire, il faut que je fasse des activités avec eux, il faut que je me réunisse avec eux et pour mieux découvrir ce que nous sommes en train de faire, pour rediscuter des activités, etc. Là, je n'ai pas libellé réellement cette activité-là. C'est juste pour vous donner une idée un peu de ce que ça peut être. Bon, je pourrais faire ça beaucoup plus, peut-être plus riche. Bon, voilà, c'est juste pour vous donner une idée. C'est pas forcément que pour vous, ça va être exactement comme pour moi. Hein. C'est par rapport à vos réalités, par rapport à vos contextes, par rapport au personnel que vous avez, par rapport à ce que vous faites, par rapport aux ressources que vous avez. Peut-être, par exemple, je prends l'exemple qu'on vient de montrer par rapport aux communautés, peut-être comme ils ont des cibles déjà au niveau de la communauté, ils pourraient peut-être renforcer, même former peut-être ce groupe qui est au niveau de la communauté là, les former sur peut-être, je ne sais pas quoi, les suivis sur un certain mécanisme pour, euh, voilà. Mais ils partiront des ressources qu'ils ont. Ça, c'est un exemple. Ils pourraient leur demander d'intervenir pour peut-être appuyer les parents de certains enfants qui ne savent pas ce qu'ils font, etc. Bon, je ne sais pas, je suis en train de donner des exemples à partir voilà, des ressources que nous avons. Mais tout en étant, sans oublier que nous sommes avec la résilience. Voilà. On pourrait peut-être, les parents qu'on a identifiés, faire des ateliers avec ses parents, des ateliers pédagogiques de résilience. Maintenant, à vous de voir l'objectif, le but, etc. Ça va, question? C'était juste par rapport au point, là, les ressources pouvant aider à l'atteinte des objectifs. J'ai essayé de clarifier en donnant un exemple, ou du moins des exemples. Est-ce qu'il y a des questions? Questions par rapport à l'exemple donné, par rapport
à ce qu'on vient de dire? Est-ce que c'est un peu plus clair? Est-ce qu'il y a des questions pour qu'on puisse, chacun de nous puisse apporter, on peut échanger dessus, hein, qu'on puisse apporter des éléments. Ceux qui ont bien compris peuvent également Oui. expliquer quand il y aura une question. Oui, Moi, j'ai une petite Joseph, préoccupation. oui. Oui, une petite préoccupation. Oui, je me dis, que faire lorsqu'on a identifié le facteur de protection Oui, par rapport aux problèmes qui se posent, oui, mais dans des analyses, on se rend compte qu'on a moins de ressources sur lesquelles il faudra tabler pour pouvoir les renforcer et arriver à résoudre les problèmes. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a un certain déséquilibre en termes de ressources sur lesquelles on peut nécessairement compter. Comment procéder à ce moment-là? Si vraiment, enfin, moi je me dis, si vraiment, parce il faut aller par élimination, hein, comme je l'ai dit. Si vraiment ce facteur de protection, elle est importante et capitale pour l'avancement soit on choisit un autre, mais maintenant, si elle est importante et que on veut avancer, il faudrait alors mettre des activités. Peut-être que vous n'avez pas bien cherché des ressources. Il faudrait mettre alors des activités qui vont vous permettre de mieux creuser et de rechercher des ressources qu'il faudrait après renforcer. Ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus large. Le projet sera beaucoup plus long et beaucoup plus large. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si j'ai un facteur de protection que je trouve important et que je n'ai pas trouvé assez de ressources pour avancer, soit je l'abandonne et je vais chercher autre chose. Peut-être il y a d'autres facteurs qui m'emmèneront à aboutir à ça. Parce on l'a bien dit aussi, il y a des facteurs qu'on choisit et qui, des fois, un seul facteur peut nous amener à régler 2 ou 3 problèmes. Peut-être il y a d'autres facteurs qui m'amèneront à ça. Alors, je reviens sur autre chose. Ou s'il n'y en a pas du tout et que c'est seulement ça, sur ça, je vais baser. Donc, mes activités vont être d'autres activités que je vais créer. C'est vrai qu'il y a déjà des facteurs de protection, quelques facteurs de protection, mais je vais recréer d'autres qui vont me permettre de découvrir. Je dois aller à la recherche de ces ressources-là. Et si je découvre ces ressources, je dois alors créer des activités parce qu'au fait, c'est ça aussi la logique de la résilience. Pour ceux qui ont déjà eu une expérience sur la résilience, qu'est-ce que nous faisons? Nous menons des activités, des ateliers, etc. pour découvrir des ressources de l'enfant. Et quand nous découvrons des ressources de l'enfant, nous les analysons et nous faisons des plans d'intervention. Nous remettons tout ça en action. Nous remettons tout ça en action. On a un enfant qui est venu avec des problèmes. On a essayé de voir les différents problèmes, etc. On a essayé maintenant de retrouver des facteurs de protection par rapport à tout ça. On recherche des ressources en mettant des ateliers en œuvre. Les ateliers en œuvre nous permettent de retrouver des ressources, des données que l'enfant nous donne. Ces données, on essaie de les analyser individuellement et en groupe, individuellement avec l'enfant et en groupe avec l'équipe avec laquelle nous travaillons, etc. Et nous faisons maintenant un plan d'intervention, des plans d'action pour renforcer ces ressources-là, ce facteur de protection-là, pour permettre à l'enfant d'avoir plus d'éléments, peut-être plus, d'avoir plus d'affirmation, plus d'estime, plus de confiance, etc., pour aboutir à quelque chose. À peu près, c'est ça. C'est en gros, c'est ce travail un peu encore qu'on demande ici, plus ou moins, mais en tenant compte de c'est quoi un projet, etc., comment libérer un projet, etc., etc. Non, mais que ce soit dans la résilience. Joseph, sauf s'il y a un plus. D'autres personnes veulent Non, intervenir. j'ai compris oui, j'ai compris les éléments que vous venez de donner. La Oui, question était très pertinente parce que nous avons dit l'idée du départ faut partir sur base des ressources réellement existantes. oui, Et il n'y aura pas de ressources à imaginer ou à projeter. Mais on doit être réaliste, tabler sur être les réaliste. ressources qui existent. Oui, Oui, sur les ressources qui existent. C'est pourquoi j'ai posé cette question parce que on peut mener une analyse bien qu'approfondie, mais on se rend compte que dans cette condition, les ressources qui doivent être identifiées, que ce soit
au niveau de l'enfant, l'organisation, ainsi de suite, il y a un certain déséquilibre. Alors, bien que vous avez le facteur temps devant vous comme contrainte, il faut nous édifier à ces sujets parce que ça permet aux uns aux autres de comprendre dans le processus des craintes que l'on soit bloqué à un certain niveau si on est devant un tel scénario. Voilà comment il faut s'y prendre. Moi, je crois que c'est très important. J'ai compris Ouais. les éléments que vous venez de donner et je crois que ça va nous édifier. Merci. Si on parle des ressources que nous avons, on crée des activités, etc. Mais cela n'empêche pas qu'on peut mettre des activités, on crée d'autres, c'est-à-dire qu'on peut élaborer des activités qui viennent encore en appui à ce que nous avons comme prévu comme ressources, enfin, comme qu'on a eu à élaborer à partir des ressources. Je ne sais pas, je me fais comprendre. C'est toujours, il peut y avoir encore d'autres activités qui viendront en appui. Et ça va encore renforcer ces ressources-là et renforcer ces activités qu'on a prévues. Voilà. Et donc, il faut bien analyser, il faut réfléchir. Et cette activité n'est pas pour une seule personne, c'est une équipe. Et c'est là aussi le changement de regard. Pour revoir ce que nous faisons. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Comment libeller tout ça? Parce que l'analyse, il faut analyser. Il faut analyser. Il faut faire participer les enfants, faire participer les... Voilà, on analyse, on découvre. On fait des projets où on n'appelle personne, nous-mêmes on est là, on écrit, puis c'est fini. D'accord. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais l'idéal, c'est de se rassembler, d'avoir, même si ce n'est pas tout le monde qui a un comité. Et on a parlé de la participation des enfants, on a parlé de la participation de la communauté. À quel degré à peu près on peut participer? J'ai plus ou moins frôlé ça en disant, ben, il y a l'information, il y a l'écoute, il y a juste l'information, il y a cela, il y a maintenant la participation même, voilà, etc. Donc, essayez de voir comment vous pouvez faire tout ça pour, voilà. Mais en partant toujours d'une idée, donc, du constat, de vos réalités, etc. et de facteurs de protection. C'est bon? OK. Donc, on continue. Ok. Merci beaucoup, Joseph. Les questions sont toujours bien parce que ça permet de clarifier et d'avancer aussi. Donc, les phases de l'action résiliente. Donc, ce qu'on vient de dire nous ramène un peu à tout ça. Quel aspect de la résilience voulons-nous renforcer chez les enfants? C'est des questions qu'on peut se poser. Comment y parvenir? Qu'est-ce que nous voulons renforcer chez l'enfant? Qu'est-ce que nous voulons renforcer? On a dit que la résilience, c'est une interaction, etc. Qu'est-ce que nous voulons renforcer? C'est des liens. On a dit qu'il y a le pouvoir des liens, etc. Qu'est-ce que nous voulons renforcer? Posez-vous ces questions. Voilà. Et donc, les phases de l'action résiliente, on a bien dit identifier les facteurs de protection, bien les identifier. Qu'est-ce que nous voulons renforcer? Comment y parvenir? Identifier les ressources qui sont en lien avec ces facteurs. Il faut bien identifier et planifier les actions en lien avec ces ressources. Il faut prioriser et planifier avec cohérence et logique les actions. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut planifier les actions. Il faut que ce soit dans une certaine logique. Toujours en lien avec avec les facteurs de protection, en lien avec les ressources, ne pas les oublier. On est parti d'une idée, donc c'est ça. Les facteurs de protection, on peut dire que c'est une idée, ou je sais pas moi. Voilà, on est parti de quelque part. Ensuite, penser aux responsables et rôles des personnes qui vont mener cette action-là, ces actions-là, qui mèneront ces actions. Il faut y penser également. Ce sont des personnes ressources qui sont là. Il y a des parents, il y a les enfants eux-mêmes, il y a nous, l'équipe. Voilà, il y a les partenaires qui sont un peu peut-être externes à nous, c'est léger, qui sont externes à nous, mais qui interviennent.
Ils peuvent être des relais, ils peuvent être des personnes ressources, ils peuvent être des gens à qui on peut faire des références, voilà, ou des cas d'enfants, ou des cas de telles choses, etc. Il faut réfléchir à tout ça. Donc, la phase de l'action résiliente, ça. On identifie les facteurs, on identifie les ressources, on planifie, on identifie les actions, on les planifie dans une certaine logique, on priorise et on pense également aux responsables. Parce que rien ne sert de créer des actions ou bien des activités et qu'il n'y ait personne pour les réaliser. C'est ça. Alors, qu'est-ce que nous avons qui nous permet de réaliser ça? Voilà. Voilà, il y a une question par rapport à ça? OK, donc on continue avec les principes à se fixer et à atteindre au cours de l'accompagnement. Le projet doit être axé sur 4 principes d'action fondamentaux. Au fait, ce sont des principes qui vont vous aider à mieux recadrer comment dire, le projet, à mieux recadrer les actions que vous voulez mener et à savoir qu'il y a des objectifs par rapport aux actions résilientes. Les actions résilientes ont pour principe d'aider l'enfant à retrouver un sentiment de sécurité et de prévisibilité des événements. Donc, assurance de l'enfant, les actions doivent aider l'enfant à développer un sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire avoir un contrôle de soi, à essayer de résoudre des problèmes grâce à des petits projets et des perspectives. Il va voir, il voit qu'il peut influencer également son avenir, qu'il peut agir sur son avenir, qu'il peut mettre des actions, qu'il peut agir aujourd'hui. Il n'est pas là seulement comme ça. Il peut lui-même agir. Voilà. Et tout ça aussi, en dessous, il y a la participation. Donc, l'enfant lui-même, il est là. Il peut agir. Le deuxième point concerne encourager chez l'enfant la mise en œuvre d'un processus visant à lui redonner espoir quant à son avenir. L'enfant commence donc à retrouver confiance en lui pour un avenir meilleur. Il a la possibilité de rêver et d'avoir confiance à l'autre. Ici, donc, il s'agit de créer une relation d'aide et de confiance, de travailler sur les ressources internes de l'enfant, le je peux et le je suis de l'enfant. On encourage l'enfant à mettre en œuvre ce processus, un processus visant à lui redonner de l'espoir. Donc, nos actions vont porter sur ça, donner de l'espoir à l'enfant, l'encourager. Et pour cela, il faut qu'on crée une relation de confiance entre nous et l'enfant, une relation d'aide, pour que nous puissions travailler sur ses ressources internes. Qu'est-ce qu'il a? Si on veut qu'il rêve, qu'il ait un avenir, qu'est-ce qu'il peut? Qui il est, etc., etc. Le troisième principe porte sur encourager l'enfant à développer des relations sociales basées sur la confiance. Là, nous sommes arrivés au niveau de la valorisation de l'enfant dans un groupe, de la valorisation de l'enfant dans la famille, dans la communauté, etc. Donc, il y a de nouvelles rencontres qui vont se faire. Il faut favoriser ces rencontres. Même s'il n'y a pas de nouveau, il faut rétablir. On est en train de rétablir aussi ces rencontres, ces liens plutôt. On rétablit également ces liens au niveau de la famille, au niveau de la communauté. Et d'autres liens vont se créer également. Voilà. Et le quatrième principe, donc, au fait, ici, c'est le G, c'est tout ce qui est soutien de l'enfant par la communauté, la cohésion familiale,
Voilà. Ensuite, il y a la capacité à exprimer ses émotions et ses vécus. C'est le je ressens. Le je ressens. Identification, reconnaissance et gestion des émotions. L'enfant met des mots sur ses émotions. L'enfant identifie et met des mots sur ses émotions. Parce que des fois, les enfants, ils ont des sensations, ils ont des émotions, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne peuvent pas mettre des mots. C'est nous qui devons les amener à mettre des mots sur ça. Qu'est-ce que tu ressens, etc. Il y a des ateliers dans la résilience, des ateliers qui permettent ça, etc. L'enfant met des mots donc, sur ses émotions, comme je l'ai dit. Il essaye de contrôler. Nous devons l'aider à contrôler cela. Donc, ici, c'est travailler sur la compréhension, sur la reconnaissance des émotions et élaborer des expériences traumatiques. Je ressens. Élaboration des expériences traumatiques. Il faut qu'ils mettent des mots, il faut qu'ils nous parlent des événements également, qu'on puisse également travailler sur ça. Il y a certains ateliers qui arrivent à faire ça. Donc, voilà. Donc, c'est le je ressens. Donc, vous voyez, les 4 principes là nous ont permis de revoir les différentes ressources. Je suis, je peux, j'ai, je ressens. Et ce sont des principes qui nous permettront de mieux définir les actions que nous voulons mener. De mieux définir. Ce sont des principes, il faut tenir compte de ces principes pour mieux définir les actions, pour mieux définir l'accompagnement que nous voulons faire à partir des facteurs de protection que nous avons choisis. Si on tient compte de ces principes, ça nous permet d'être vraiment dans un projet de résilience, d'être dans la résilience, de ne pas s'éloigner de ce que nous voulons faire. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui par rapport à ce point 5 qui nous parle du projet, un peu des actions, voilà, de la résilience en action 1. La rencontre la prochaine fois nous permettra de faire la résilience en action 2. On va donc évoluer après. Donc, en gros, c'est ça. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des apports? On peut échanger encore un peu. Oh, Mario, on a encore un petit bout de temps. Oui, oui. D'accord. Donc, c'est le moment encore de reposer des questions, d'éclaircissement, d'échanger entre nous. Certains parmi nous peuvent également apporter un plus, pourquoi pas. Et ben voilà. J'ai l'impression que Est-ce que les 4 axes sont bien, peut-être bien, c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre, oui, il faut bien comprendre les axes. les actions. Est-ce que vous voyez concrètement que si on veut travailler la résilience, on peut travailler sur l'un de ces 4 points? Est-ce que ça vous semble, ça semble assez clair pour sentiment de sécurité, redonner l'espoir, et les 2 autres, c'était développer les relations et puis exprimer les émotions. Oui. Donc, il faut toujours avoir en tête ces 4 idées quand on accompagne un enfant pour dire « Ah, il a peut-être plus besoin sur cet aspect-là. » Voilà, pour qu'il soit résilient, il faut qu'il soit autonome sur ces 4 axes, on va dire. Voilà. Il faut une sécurité, il faut une assurance, une confiance en soi. Il faut avoir de l'espoir. S'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de résilience. Si je n'espère pas quelque chose, pourquoi continuer, pourquoi vivre? Il ne Voilà. faut pas être tourné que vers le passé. Il faut retourner que vers le passé, voilà. construire à partir du passé. Voilà. On ne doit plus rester là, on doit avancer, voilà. Et comme tout être humain, comme je l'ai dit, on a besoin de la relation avec d'autres. On se construit avec d'autres. On se construit par les actions des autres également. Voilà, donc il faut développer ça, les relations sociales, l'interaction. On a bien dit, l'interaction. Donc voilà. Et tout ça basé sur... s'il n'a pas confiance aux autres, il ne peut pas, etc. Donc la confiance commence par nous, travailleurs sociaux, et on évolue, etc. Et ensuite, les émotions jouent beaucoup. Tout être humain
quand il n'arrive pas à bien maîtriser ses émotions, ses vécus, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment l'amener à mettre des mots sur ça. Il arrive à identifier, il saura ce que c'est. Le fait de savoir ce que c'est, on essaie des fois de mieux comprendre. Ah, donc c'est ça. Donc, OK. Maintenant, il faut aussi contrôler. Il faut contrôler. C'est ça. Donc, ce sont ces 4 éléments-là, ces 4 principes, ces 4 axes qui, voilà, qui aident beaucoup à l'action résiliente, l'action de la résilience. Et c'est des outils que l'enfant doit avoir quand il terminera de venir dans votre association. Il faut que ça reste des repères pour lui et qu'en cas de difficulté, même quand il sera adulte, qu'il se dise « Ah, j'ai toujours besoin d'un cadre, j'ai toujours… qui sont les personnes qui peuvent m'aider? Comment j'arrive à gérer mes émotions? Est-ce que j'arrive à ne pas être dépassée par tout ce qui arrive? Est-ce que j'ai espoir ?» C'est un petit peu les choses qu'il faut arriver à se construire. Donc, c'est pour ça que là, pendant la séance, on l'aide à se familiariser à ces aspects-là. Et puis, adulte, et même pour nous, c'est des choses qui sont valables hein, Oui. pour toute personne. C'est pas que pour les enfants. C'est bon? Pas de questions? Ou c'est trop… Bon, dites-moi un mot au moins. Oui, ça va. Oui, on n'a pas compris. Oui, même si c'est une Ouais. ou 2 personnes, Oui, ça oui, m'aiderait. ça va, Oui, c'est bien noté. Voilà, là C'est maintenant je suis plus très bien rassurée. noté. oui, ça, Merci oui, ça beaucoup. va. Oui, Alda, parce que… on Oui, doit Ça va, merci. on doit réfléchir sur toutes les questions, mais ce sont nécessaires pour avoir un processus de résilience. Mais la demande, c'est toujours comment initier dans chaque facteur. Si on peut prendre un facteur et bien le développer pour faire un chemin pour un projet. C'est ça la question, non? et bonne arrivée, Diego. Bon retour. Non, ta question, je ne l'ai pas très bien comprise. Est-ce que tu peux la reprendre, s'il te plaît? OK. Ce sont des éléments Oui, qu'on doit prendre. oui, Mais pour bien commencer, oui, peut-être on peut se focaliser dans un facteur et oui, développer ce facteur. oui, Et à partir de ça, on peut apprendre et enrichir le projet avec le premier et le deuxième, le premier, le deuxième, le troisième. Donc, oui. peut-être, petit à petit, on peut arriver à la fin à la considération de tous les facteurs. Mais pour le moment, pour le premier moment, peut-être, à partir de notre réalité, nous pouvons dire, dans notre réalité, nous pouvons prendre ces facteurs que c'est plus facile de travailler, c'est plus à la main, et à partir de ça, nous pouvons dire, bien, on peut travailler ces facteurs, et à partir de ça, on peut découvrir comment travailler les autres. Bien sûr. Oui, oui, parfait. Je pense qu'on on a un peu dit que j'en parlais. Je disais qu'on peut partir d'un facteur et petit à petit, on découvre d'autres choses en mettant les actions, etc. Et on va voir que même peut-être même avec un seul facteur de protection, on peut aboutir à diminuer, parce qu'on ne peut pas annuler, mais à diminuer plusieurs facteurs de risque aussi. Et à partir de là, un seul facteur, mais après aussi, on peut partir avec d'autres facteurs de protection. Et petit à petit, ben, en tenant compte toujours de ces axes-là, de ces principes. Si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, Diego. Ça. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est très, très, très clair. Très, très clair. Merci pour l'intervention, Diego. Je ne savais pas que tu étais de retour. Je pense aussi avec l'intervention de Diego, si c'est encore clair. OK, ben merci. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'atelier aujourd'hui.
Parce que tout simplement, cet élément-là, ce que nous venons de faire aujourd'hui, serait un moment de réflexion pour vous et de commencer à penser par rapport à l'exercice que nous avons fait la dernière fois, qu'on a revu aujourd'hui. Je vais vous je vais vous envoyer dans la semaine mes quelques apports, mes quelques observations. Et donc, bon, voilà, c'est le moment de revoir, de réfléchir, de recomposer tout cela. Et bon, éventuellement, s'il y a des questions, je peux me permettre que vous pouviez, enfin, que vous puissiez les poser et par mail ou peut-être dans le groupe même, pourquoi pas, pour qu'on puisse apporter un plus pour éclaircir, quoi. Voilà. Ce serait ça un peu en gros l'activité de... Voilà. Mais il n'y a pas d'atelier pour aujourd'hui. On part toujours de ce qu'on a fait la fois passée pour revoir, c'est de recorriger et de revoir tout ça par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ça, on fait l'exercice qu'il y a. Donc, par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, donc revoir le tableau de la fois passée pour parfaire le choix de nos facteurs de protection, les ressources, les éléments qu'il faut renforcer, etc. Et penser à voir si on peut mettre des actions, quelles actions qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, par institution toujours. Voilà. Et s'il y a des questions, on pourra le poser avant qu'on y réfléchisse et peut-être revenir dessus la prochaine fois si c'est nécessaire. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci, Diego. Merci à tout le monde pour votre présence encore et votre fidélité. Et bon, sur ce, moi, je redonne la parole à Marie-Laure et puis à Diego. Merci pour vos contributions. Et on se retrouve, peut-être un dernier mot si Diego a quelque chose, parce que ce sera Non, la prochaine, c'est la dernière. C'est ça. Donc, c'est bien d'étudier et de réfléchir parce que sera le moment de faire beaucoup de questions et de faire la synthèse finale. Donc, c'est bien de prendre beaucoup de questions et de commentaires pour la prochaine session. C'est tout. Merci beaucoup. OK, merci. Allez. Oui. J'ai vu qu'il y avait... Attends, regardez le site. Il y a Cécile qui avait posé sur le chat. Ah, d'accord. Cécile, bonjour Alda. J'ai une doléance. Je sais que les cours sont dans YouTube. Est-ce possible, étant donné que les cours sur la résilience sont importants, puis-je avoir tous ces cours dans mon mail? Oui, donc ce n'est pas une question sur le fond. D'accord. Afin d'avoir ça dans ma bibliothèque et de revenir tout le temps dans ces cours. Mais après, les vidéos sont trop lourdes, on ne peut pas les envoyer par mail. C'est pour ça. Non. Il y a les PowerPoint et puis les vidéos, ce sera ça restera en ligne. Ça, c'est technique. Les vidéos, vous pouvez les envoyer par WeTransfer. Il y a une application WeTransfer qui envoie les vidéos. Oui, mais même par ce biais-là, les gens ont du mal à les télécharger. On le fait, mais c'est jamais téléchargé. Donc, les gens n'arrivent pas forcément à bien télécharger. La connexion ne permet pas le téléchargement. Donc, ça, on utilise. Hein. Mais le constat, c'est j'ai déjà envoyé des vidéos et c'est jamais utilisé. Donc, c'est pour ça. D'accord. Nous envoyons les liens de YouTube dont ils sont tous les vidéos. C'est plus confiable. C'est plus sûr. Fiable, oui. Okay. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci à vous et rendez-vous dans 2 ciao. semaines. Bye bye. Au revoir. Au revoir.